Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, car on y parlera produits de bourse, de Société Générale, avec Léa Gézéquel, vendeuse Société Générale sur les produits de bourse. Alors vous l'avez compris, on parle trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. À ma gauche, Marc Daguer, vous êtes responsable de DT Expert, un bureau d'analyse sur l'analyse technique et les produits dérivés. Merci d'être avec nous, Marc. Bonjour Thibaut. Jean-Louis, formateur, trader, responsable de Perceval Finance. Merci d'être avec nous, Jean-Louis. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. André Malpel, vous êtes trader pour compte propre. Vous êtes aussi responsable de l'agence IAT, qui organise le salon de l'analyse technique, le salon du trading. Merci de nous rejoindre sur ce plateau, André. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Avec au menu cette semaine dans l'émission, alors Alphabet, STM, CAC 40, LVMH, Ibex et Derichebourg. Alors c'est parti. Avec la première rubrique, on refait la semaine. On refait la semaine. Alors, on va commencer tout de suite avec André Malpel. André, vous allez nous parler de Alphabet. D'accord, tout à fait, oui, avec plaisir. Moi, je préfère dire Google directement. Oui, c'est qu'on comprend mieux. On comprend mieux directement. Et alors, je voulais revenir sur Google, qu'on avait traité avec vous, Trade pas Trade, sur le salon de l'analyse technique. Oui, c'était. Donc, je voulais avoir une comparaison. Donc, c'est pour ça que les deux graphiques que vous avez en ce moment derrière moi, c'est Google, ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait dit au moment du salon, et la petite flèche rouge indique le moment de la prévision. Donc à ce moment-là, j'avais dit ça va continuer à monter, ça va progresser, mais attention, sur le long terme, on devrait approcher de la fin, et sur 119, 120, 122, ça serait dangereux, et là il faudra commencer à se positionner ou à rechercher un signal de vente. Donc là, bon, a priori, je le mets évidemment, ça me fait plaisir parce que j'ai eu raison. On pourrait effectivement se tromper, mais là, c'était à peu près. Et je voulais aussi, alors donc, je serais plutôt favorable à commencer à rechercher sur Google des positions à shorter, intervenir à la baisse. Vous nous rappelez un petit peu les prévisions que vous aviez faites, c'est-à-dire que vous aviez anticipé un dépassement de. C'est ça, j'avais un dépassement de la résistance, le remonter, là où il y a la flèche rouge, c'est là où se trouvait exactement Google ou Alphabet à ce moment-là, et j'avais donné, il y a eu une grosse accélération derrière, c'est monté, et maintenant ça stationne. Alors vous voyez, j'ai mis le Y, c'est pour ceux qui sont férus de vagues d'Elliott, c'est une correction un peu complexe. Donc ce qu'on appelle une correction complexe, mais comme une ABC ou comme... Et donc, on voit qu'il arrive et un petit peu au-dessus de la prévision. Il a dépassé un petit peu, bon, mais si peu. Et maintenant, il stationne. Donc on va attendre qu'il réaccélère à la baisse pour vraiment se positionner. Il faudra, comme d'habitude, comme j'avais insisté à cette époque-là, sur le volume qu'il faudra vraiment regarder. Donc il faudrait que ça baisse, que ça casse les anciens supports. Il y avait différents supports. Vous pouvez casser aux alentours des 102, des 108. Ensuite, 108, c'est l'alerte. Donc si on dépasse à la baisse. Si on baisse 108, c'est bon, ça va dans le scénario. Et donc là, de toute façon, il y a un vide de liquidité, donc il va forcément redescendre. Un peu d'ailleurs comme toutes les valeurs du Nasdaq. Mais à ce sujet, je voulais juste reprendre quelque chose. Oui, c'était que Franck Morel avait lui proposé Microsoft. Et j'avais dit, il fait une petite erreur où je me suis un peu avancé et j'avais dit toutes les valeurs de Nasdaq se ressemblent. Et d'ailleurs, ça avait un peu agacé Franck et il avait dit non, Microsoft, Google, c'est pas terrible, mais Microsoft, lui, ça va fuser. Et il a raison. Toutes les valeurs du Nasdaq se ressemblent, mais actuellement, on a globalement cette phase de descente en 5 vagues que j'avais sur toute le 2022 et ce rebond maintenant qui est en train de se faire de consolidation. Mais pour certaines valeurs comme, par exemple, Microsoft, le rebond est beaucoup plus fort. Microsoft résiste beaucoup aussi parce qu'il y a la thématique de l'intelligence artificielle. Ah mais certainement, il y a des raisons. Moi, je n'essaye pas trop de voir les raisons. Et donc, pour essayer de se positionner correctement sur les deux valeurs, se positionner à la baisse sur Google, par exemple, intervenir sur des puts pour prendre position à la baisse et se couvrir par rapport à cette baisse, parce que les marchés peuvent agir dans les deux sens, et sur Microsoft, essayer de se positionner à l'achat pour intervenir plutôt à la hausse et couvrir les deux positions. Très bien, stratégie long short, on l'avait évoqué la semaine dernière, il y a 15 jours. Marc, vous êtes resté sur les technos, oui, mais plutôt sur les puces, STM. Oui, sur les puces. ST Microelectronics, le champion européen. Tout à fait. Un des champions européens. Comme l'a fait André, et comme c'est dans le cadre de la première partie de l'émission, je suis revenu sur quelque chose qu'on avait vu ensemble
dans l'émission de début juin. J'avais parlé d'STM à la hausse. Mes confrères avaient plutôt validé, j'étais content. Et effectivement, depuis, on a une petite correction intermédiaire, mais le titre a repris. Il est arrivé quasiment sur notre premier objectif. Alors ça, je pense que c'était le graphique de l'époque. Et entre-temps, donc en gros, nous, en se positionnant sur un produit type turbo, on est aujourd'hui avec 50% de gain sur un titre qui a dû prendre à peu près 6%. Voilà. Donc maintenant, pour revenir sur la partie plus explicative, effectivement, je rejoins ce qu'a dit André tout à l'heure. Je pense que la tech en général avait beaucoup de rattrapage par rapport à l'année dernière, que comme très souvent, le Nasdaq finit toujours à être en tête en valeur absolue. Donc quand les années sont baissières, c'est le Nasdaq qui prend le plus cher, et quand les années sont haussières, c'est lui qui monte le plus, qui dirige. Et là, on a un Nasdaq qui est quasiment à 40%, avec un Dow qui est à 3% sur le premier semestre. Donc il y a une réalité sur la tech. Alors, on peut parler de toutes les problématiques, intelligence artificielle, etc. C'est quand même à nouveau le leader du marché aujourd'hui, et STM en a profité par voie collatérale, oui. Et alors, sur STM, qu'est-ce que vous pensez maintenant? Est-ce qu'on a atteint votre objectif ou alors, on a atteint, non, je trouve, allégé non, je pense que le fait d'avoir une petite correction intermédiaire et d'en être sorti à nouveau engendre un nouveau potentiel haussier. Et je pense qu'on pourrait aller vers notre second objectif, voir donc le haut de la bord du canal, autour des 53, 53, 20. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Jean-Louis, CAC 40, on en est où? Est-ce que c'est toujours un peu le flou? Le CAC 40, il évolue dans la fourchette 7100, 7400 dont on parlait. On est toujours dans la même fourchette. Hein. Ça fait il avait... en fait, après la dernière émission, il a baissé violemment et il a rebondi tout aussi violemment, sans volume, c'est-à-dire sans rencontrer vraiment d'intérêt, de conviction. Sur un même support. Sur un même support. Il est resté dans une dynamique. Alors, le mot dynamique, c'est fort parce que c'est vrai que c'est souvent des phases très molles, très longues, de dérive, d'attente. On peut penser que la fin du trimestre a été une occasion pour tirer le marché. Habillage de portefeuille. Exactement. Habillage de portefeuille. Les fonds sont un peu comme ça, les valos sont tirés à la hausse. Et les conditions ne sont pas toujours là pour pouvoir le faire. Mais là, elles y étaient parfaitement. Et l'indice a progressé. Le dernier jour, il a accéléré. Dernier jour de juin. Ouais. De juin, dans le vide. Enfin, il n'y avait rien en face. Voilà. Pas de volume, mais... Donc se pose la question toujours du relais. On ne voit pas quel serait le catalyseur. Alors, à une échéance un petit peu plus longue, on a eu donc une baisse de la volatilité implicite qui a démarré il y a quelques semaines. Aujourd'hui, cette volatilité implicite, elle est à 11. On ne peut pas parler encore de complaisance. C'est bas quand même. C'est bas, mais il n'y a pas de complaisance. Pas encore. Parce que les différents acteurs, investisseurs notamment, évidemment, restent extrêmement prudents. Donc ils ont beaucoup de liquidités, ils ont bien perçu les différentes menaces, notamment par exemple pour l'Europe, est-ce que les hausses des taux ne vont pas finir par casser la dynamique économique? Donc la réponse un peu à cette question, on va peut-être la voir avec les prochains résultats et à la rentrée. Donc pour moi, il y a un risque, si vous voulez, de marché à partir de septembre. À court terme, on peut considérer que le marché peut encore évoluer entre les mêmes limites sans donner d'indication directionnelle forte. Donc, toujours monter des stratégies basées sur 7004, 7100 par exemple. Pas de raison de changer. Le niveau de retournement à la baisse 7030, vous voyez, c'est juste en dessous des derniers plus bas, ce que j'avais annoncé il y a déjà bien avant même le premier plus bas. Eh bien, il prend toute sa signification, toute son importance, puisqu'on pourrait se dire, bah oui, en effet, ça serait la rupture de la zone basse. Donc tant qu'on est au-dessus de ça, je vais plutôt avoir l'idée d'aller chercher des achats. Comme les marchés sont sur un point haut, celui qui veut vendre peut très bien se couvrir en achetant des options d'achat et en vendant le contrat indice, par exemple. Pourquoi pas? Parce que la couverture n'est pas chère à 11 de volatilité implicite.
Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. C'est pas spéculatif, c'est pas très risqué, c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire dans la longueur. On fait donc ça là, on est quand même au milieu de 5, la 6, résistance 10 et du jours, 15 support que vous avez défini sur le graphique. On est un peu entre deux eaux là. Non, on est dans la... Vous pensez qu'on est plutôt 4. encore dans un mouvement haussier pour aller chercher les 7006 ou est-ce Ah non, que, justement, je pense qu'il n'y a pas le moteur, il n'y a pas le carburant, il n'y a rien pour qu'on y aille. D'accord. Maintenant, pourquoi pas? Il peut toujours y avoir un événement, la Chine veut prendre des mesures de relance. Et bon, là-bas, ça Beaucoup bug un peu. d'incertitudes quand même. Merci beaucoup Il y a Jean-Loup. beaucoup Oui, d'incertitudes. vous avez Non, non. beaucoup d'incertitudes. Peut-être le moment de parler de l'or. Léa, vous allez vous nous parler peut-être d'un certificat sur l'or. On va faire maintenant le point sûr avec Léa Gézéquel, vendeuse Société Générale, produits de bourse. Le point sûr, l'or. Oui, Valeur effectivement, refuge. voilà, on parle d'incertitude, la transition est toute trouvée vers une valeur refuge qu'est l'or. Alors pourquoi on parle de l'or aujourd'hui? C'est parce que Société Générale Produits de Bourse vient d'émettre un produit tracker 100% sur l'or. Alors un tracker 100% c'est quoi? C'est un produit d'indexation qui est vraiment assez aisé à comprendre puisque le but de ces produits est tout simplement de répliquer les variations de l'actif sous-jacent aux frais de gestion près, mais sans effet de levier ou sans formule de paiement in fine complexe. On est vraiment sur de la réplication et donc l'intérêt de ces produits, c'est de pouvoir en tant que particulier investir via un produit coté en euros en bourse et via son compte titre sur un actif qui finalement n'est pas si aisé que ça à acheter quand on est un particulier. Donc ces produits, en plus d'être accessibles via votre compte titre, ils sont aussi négociables de 8h jusqu'à 22h chez Boursorama, qui dans le cadre de son offre Bourso Markets propose l'échange de ces produits sans frais de courtage. Voilà, donc c'est un élément de négociation important à connaître. Donc ces trackers 100% qui répliquent les variations de l'actif sous-jacent, ils existent sur plein de sous-jacents différents, que ce soit des indices thématiques, du pétrole, mais aussi de l'or. Et jusque-là, on avait des produits qui étaient sur le futur sur l'or. Le contrat à terme. Voilà, exactement, on va en parler un petit peu plus tard. Et maintenant, il y a ce nouveau produit qui est sur l'or spot. Alors, qu'est-ce que l'or spot? Parce que finalement, l'or, c'est très facile à visualiser. Pour le coup, il y a des sous-jacents qui sont un peu compliqués à appréhender pour les particuliers. L'or, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à comprendre, mais ça masque une réalité qui est un petit peu différente puisque la valorisation, le prix de l'or en tant que tel est très complexe, lui, à appréhender. Pourquoi? Il y a deux grandes catégories de prix sur l'or. Il y a ce qu'on appelle l'or spot ou l'or au comptant qui est le cours de l'or au moment T. Et il y a l'or futur qui est le prix du contrat à terme dans le futur. Donc à quel cours on va échanger l'or finalement dans un moment. Et donc cet or spot dont on parle aujourd'hui, puisque c'est l'objet de notre produit, lui, c'est un marché qui est non centralisé. C'est pas comme sur la bourse où on peut voir le prix qui bouge en permanence. C'est un marché de professionnels, ce qu'on appelle un marché OTC, over the counter, où les professionnels vont échanger de l'or à un moment T. Et en fait, ce cours va permettre de déterminer le cours de l'or. Mais comme le marché n'est pas centralisé, vous avez plusieurs cours de l'or spot, notamment le LBMA, qui est le London Bullion Market Association. C'est un peu la référence en Europe pour le cours de l'or même mondial. Donc nous, c'est ce cours-là dont on se sert pour faire notre produit sur l'or spot, l'or à l'instant T. Mais vous avez aussi d'autres bourses comme le Tocom à Tokyo ou le Comex à New York qui permettent de déterminer plusieurs cours spot de l'or et c'est une agrégation de ces cours qui va donner le cours spot que vous pouvez voir sur n'importe quel média financier finalement. En plus de ça, vous avez aussi des fixings qui vont être faits 2 fois par jour sur l'or et finalement on se rend compte que le cours de l'or spot évolue quand même assez peu autour de ces fixings. Donc les fixings ont aussi leur importance. Fixing, c'est le moment où il y a beaucoup d'échanges, c'est ça? C'est le moment où en fait on va faire comme une enchère sur le cours de l'or et on va dire bah tiens le fixing le matin c'est ça, le fixing l'après-midi c'est ça et ça donne vraiment des points de relais. Il faut savoir que depuis 2014 l'or physique n'est plus coté en France et que les contrats pour le coup à terme, ce qu'on se disait tout à l'heure, à quel cours on va échanger l'or dans le futur, eux c'est sur une place qui est plus centralisée. Il y a une anecdote d'ailleurs sur l'interdiction des échanges sur l'or en 1974, parce que c'est le gouvernement de l'époque qui voyait en l'or de la concurrence pour les émissions d'obligations d'État. Ah. Donc ils avaient arrêté d'autoriser les échanges sur l'or parce qu'ils y voyaient un instrument très concurrent pour les obligations d'État. À l'époque, on commençait à émettre beaucoup d'obligations lors de la crise pétrolière. Merci Léa pour ce point sur l'or. On rappelle que ces produits, les certificats à 100% sur l'or, présente un risque de capital en cours de vie
ou à l'échéance. Oui, effectivement, il y a un Ça risque bouge, de ça peut perte aller à la du hausse, à la capital baisse, si et jamais vous êtes Si dans le l'or bon se sens. crache, Voilà. c'est terminé. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun des traders réunis autour de la table a 60 secondes pour convaincre les deux autres. Et les deux autres chargent à eux de déterminer s'il y a trade ou pas trade. Ils disposent d'une petite raquette de ping-pong, rouge ou verte, pour déterminer s'il y a trade ou pas trade. Alors on va commencer avec André. André, 60 secondes, hein, on est très discipliné, très attentif, hein, vous ne dépasserez pas les 60 secondes. Je sais que ça va être difficile pour vous. Oui. Vous allez nous parler de LVMH. Est-ce que le chrono est présent derrière moi? C'est parti, 3, 2, 1. André, allez-y. Alors, LVMH, d'abord parce que, je vais le dire tout de suite, j'adore Bernard Arnault et que j'apprécie et que j'estime beaucoup. Donc, évidemment, LVMH, mais LVMH, c'est solide. On a ça en France, il faut s'en servir. Alors, LVMH avait fait une position, avait consolidé sur un peu au-dessus des 790 et donc là, il est en train de repartir à la hausse. On voit différents éléments, on voit des divergences. Alors, en jaune, sur le graphique, on voit une divergence qu'on appelle une divergence cachée ou plutôt que moi, je préfère appeler avec mes élèves à Dauphine, une divergence de continuation haussière. Et donc, vous étudierez ça sur Google, etc. Et donc, ça, c'est très favorable pour essayer de se positionner à la hausse. Donc, il y a différents, il y a l'ADX qui est très bas, on attendra que le volume pour essayer de prendre position à la hausse. Parfait, vous êtes très discipliné, vous avez arrêté juste avant le gong, on va dire. Alors, messieurs, Marc, Jean-Louis, trade ou pas trade? Nous avons un petit peu de contradiction, c'est bien ça. On va commencer par Jean-Louis, allez-y. Alors, en fait, je considère que la valeur en elle-même, surtout à 854, elle était un peu plus basse à l'époque, n'offre pas un potentiel extraordinaire, et surtout, il est lié, ce potentiel, au flux qu'il y aura sur l'Eurostoxx, bien sûr, parce que c'est là où tout se passe, mais on va dire sur le CAC 40. Donc si je pense que le CAC est topiche, c'est-à-dire que son potentiel... Topiche, ça veut dire quoi, topiche? Que le potentiel est épuisé, on va dire. Ouais. Faute de carburant. Je ne vais pas investir sur LVMH, sec, comme ça. Sans couverture, en fait. Sans couverture. Parce que moi, si vous voulez, la couverture, c'était Kering, quelque part. Ouais. Vous voyez, c'est Stratégie long short. long short. Voilà. Mais c'est vrai qu'LVMH a évidemment de très bons fondamentaux. C'est uniquement parce que je ne souhaite pas investir sur les niveaux de prix actuels à la hausse. Et je préfère donc attendre que le marché envoie des signaux puissants. Et il n'en envoie pas. Donc, je ne fais pas. Très bien. Marc, LVMH, vous supportez cette Oui, idée? oui. J'allais dire, c'est pas difficile de Modèle. supporter LVMH. Alors moi, j'y reviendrai tout à l'heure parce que j'ai sélectionné un indice dans mon coup de cœur. Forcément, LVMH, indice, ça va être relativement lié vu qu'on connaît le poids de LVMH dans le CAC aujourd'hui. LVMH fait partie des valeurs où je me dis à chaque fois qu'il y a eu des phases de correction, on a de très 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 fortes chances d'avoir intérêt à se positionner à la hausse. C'est quasiment à tous les coups. Il y a eu peut-être une ou deux phases où la correction est un peu plus majeure. Il n'y a quasiment aucun trend baissier sur une valeur comme ça. Donc LVMH et Hermès, pour moi, c'est deux valeurs sur lesquelles on peut profiter de chaque phase de correction pour revenir à la hausse avec de fortes chances d'avoir raison dans un marché très solide et très résilient aussi finalement. Très bien. Droit de réponse? Droit de réponse. D'abord, je suis un peu d'accord avec Jean-Louis. Le potentiel n'est pas gigantesque. Je donne d'abord atteindre le point haut précédent, c'est-à-dire aux alentours des 920, et après, la hausse pourrait se poursuivre un peu vers les 1000, 1100. Un peu plus haut, bien sûr, c'est un peu plus haut. Mais d'abord, voyons ce qu'il fait à 920. On voit, j'aime bien insister sur l'ADX, qui permet c'est un indicateur qui permet de regarder si le marché consolide ou si le marché est en tendance. On voit qu'il a très fortement consolidé. Pardon, vous nous expliquez en deux mots ce que c'est que l'ADX? Comment il est construit? L'ADX, il prend à la fois les forces haussières contre les forces baissières et il essaye de regarder si c'est en consolidation ou en tendance. Quand il monte, ça ne veut pas dire que c'est haussier, ça veut dire que c'est en tendance. C'est-à-dire que le marché est en train de suivre une tendance. Là, on voit qu'il est très bas, qu'il a consolidé pendant un long moment, j'ai mis les petites flèches, et donc là, il est proche
de repartir fortement à la hausse. C'est comme un coup d'accélérateur. Ça avance, vous. Et donc là, il a fait une phase de consolidation. Il est revenu sur le point, ce qu'on appelle le point de contrôle précédent de la phase de consolidation. Donc maintenant, il devrait normalement, alors j'insiste toujours, avec du volume, en cassant les niveaux, effectivement, poursuivre sa hausse. Merci André. Elle a dit que Dernier mot. en fait, c'est un calcul mathématique versus ce qu'on fait souvent très rapidement, c'est-à-dire une interprétation d'une figure chartiste. Vous voyez. Voilà, c'est calcul mathématique et figure chartiste. Merci pour ces précisions. Marc, c'est à vous. Vous avez choisi l'IBEX, donc c'est l'indice pilote des valeurs espagnoles. Oui. On met le chrono, c'est parti. 3, 2, 1. Marc, à vous. Oui, donc j'ai choisi l'IBEX. Alors d'abord, on va le mettre dans une conjoncture globale. L'IBEX, c'est un indice européen. Comme vous l'avez dit, c'est le petit cousin du CAC 40 en Espagne. Donc globalement, les indices évoluent plus ou moins dans la même tendance. Mais attention, je dis bien globalement, on ne va pas calquer l'indice de l'IBEX sur le FTSE MIB, sur le CAC et sur le DAX. Techniquement, c'est propre pour moi. Il y a surtout une sortie de triangle. Pour moi, les sorties de triangle, c'est quand même très fort. Ça a des taux de réussite qui sont entre 7 et 8 fois sur 10. Donc sortie de triangle dit potentiel haussier. Pas forcément potentiel énorme, mais un retour sur le plus haut. L'IBEX est encore un peu en dessous de ses plus hauts par rapport à ses confrères. Et sur tous ces points-là, on a une sortie de consolidation octobre 2022, démarrage d'un nouveau trend haussier, sortie de consolidation. Je pense qu'à court terme, il y a moyen d'aller rejoindre les 10 000, 10 100 facilement. Merci Marc. André, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt. Attendez. Donc, trade, pas trade. On va commencer par pas trade. Jean-Louis, allez-y. Non, mais je vais prendre comme référence l'Eurostoxx 50, dont certaines valeurs espagnoles, évidemment, font partie. Mais du coup, comme je considère que les gros indices, comme l'Eurostoxx, est en bout de course pour l'instant, je dirais que la sortie par le haut, qui est, bon, elle ferait zoomer, mais qui est extrêmement légère, ça peut être un peu la sortie piège. Il faudrait qu'elle soit accompagnée, si vous voulez, d'une augmentation des intérêts, des volumes partout, hein, sur l'Eurostoxx, partout. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour moi, si vous voulez, ça a toutes les caractéristiques potentiellement d'une fausse sortie. Voilà. D'une fausse sortie par le haut, Attendez, donc d'un il faut piège. nous expliquer une fausse sortie, c'est quoi une fausse sortie? Une C'est-à-dire fausse qu'en fait, on sortie, sort ça veut pas. dire qu'on sort et on revient. D'accord. Voilà. Donc, On peut revenir là, pour bon, prendre appui. j'ai pas les volumes, etc. Ouais, mais vous savez, quand vous êtes en position sur un marché, vous prenez le risque d'une mauvaise nouvelle. Quand vous n'êtes pas en position et que vous attendez le bon moment, déjà, au moins, peut-être que vous pouvez rater le coche, mais s'il y a un trou d'air avec de mauvaises nouvelles dans une semaine, au moins, je ne suis pas dedans. La force d'avoir des liquidités, c'est quelque chose de très important. On est acteur potentiel, c'est puissant. Dès qu'on est investi, on subit les aléas des news flow, Ouais, attention, etc. ce raisonnement conduit à ne jamais Pas du fouiller, tout. finalement. Mais je veux dire par là qu'il y a des situations extrêmement claires où les probabilités de gains sont fortes, parce que la bourse, ce n'est pas une science exacte. Donc, à chaque fois que l'on fait un investissement, bah oui, on peut gagner, oui, on peut perdre, évidemment. Et on peut passer par des phases désagréables. Et la phase d'attente d'une perte temporaire, bah, ce n'est pas forcément agréable. Et donc, si vous voulez, je trouve qu'il y a peut-être mieux à faire ailleurs. Et donc là, ça ne mérite pas un discours comme ça, mais ce n'est pas une occasion qui me paraît exceptionnelle. Très bien. Et c'est tout simplement ça. Merci beaucoup, Jean-Louis. André, vous Alors, soutenez? Moi, je suis plutôt d'accord avec Marc, mais ce qui est amusant, c'est que j'ai à peu près les mêmes arguments que Jean-Louis, sauf que je pense que c'est plutôt haussier. Donc, effectivement, le seul reproche qu'on pourrait faire à Marc, c'est qu'on n'a pas le volume. Alors, moi, j'insiste toujours sur le volume. Et je répète encore le volume. Mais, et donc, on ne l'a pas sur le graphique. Donc, c'est difficile à évaluer. La rupture, est-ce que c'est une fausse rupture ou une juste rupture? Il faudrait voir le volume. S'il n'y a pas de volume, c'est sans doute une fausse rupture. Par contre, on s'est peut-être un peu précipité, donc voilà ce qu'on pourrait dire, mais c'est a priori plutôt haussier, plutôt favorable, sans être énorme. Vous avez raison, Marc, ça ne va pas aller à des 1000 et des 100, mais peut-être revenir effectivement sur le sommet. Donc, juste peut-être la crainte
effectivement d'un bull trap, c'est-à-dire un piège haussier avec un retour qui nous ferait stagner un petit peu. Donc on serait obligé un petit peu d'attendre, c'est possible. Alors effectivement, Jean-Louis a raison là-dessus et on peut se positionner sur d'autres valeurs. On n'a pas énormément de liquidités, donc il faut bien un peu gérer ses liquidités. À regarder sur tout le volume. Très bien. Moi, je ne connais pas bien l'IBEX. C'est les valeurs qui ont le plus de pondération. Services aux collectivités, EDF, Zara, enfin le groupe qui textile. Inditex, Repsol, il y a quelques bancaires, BBVA, Sabadell, etc. Les bancaires ont bien progressé ces derniers temps. Ouais, mais justement, je suis assez aussi sur les bancaires. Alors moi, j'ai deux choses à dire, trois, mais j'aurai peut-être pas le temps. Oui, bien sûr, droit de réponse. Alors d'abord, l'Eurostoxx, je le connais bien. On a fait un comparatif CAC Eurostoxx récemment et on a donné une astuce de trader là-dessus. L'Eurostoxx, c'est plus de 40% du CAC, 26% du DAX, et après, on tombe à 6-7 entre le MIB, l'IBEX et le reste, on va dire, les petites valeurs européennes. De ce côté-là, il est très corrélé au CAC. Ça, voilà, c'est très très rare d'avoir un CAC qui va dans un sens et un Eurostoxx dans l'autre sens, c'est quasi impossible. En revanche, il peut y avoir des petites différenciations sur le reste. Le bull trap, je le connais très bien. Le bull trap, ce qu'on a dit, le piège haussier, c'est-à-dire qu'on a un semblant de cassure d'une figure importante, mais pas suffisante, et juste après, on réintègre la figure. Même parfois, la cassure pourrait être très nette. Ça nous est toujours arrivé, nous, en tant que traders. Et dernière chose, pour répondre à André sur les volumes. Alors, les volumes, je sais que c'est un élément qui peut être important. Pour moi, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Autrement dit, j'ai vu des marchés. S'il y a du volume, je vais conforter mon avis. Par contre, s'il n'y a pas de volume, je ne vais pas d'un seul coup changer mon fusil d'épaule. Je vous donne un exemple, un seul, très typique. Fin 2018, marché catastrophique, dernier trimestre en baisse. Tout le monde prévoit une année 2019 très difficile. L'année 2019 a été une des meilleures. Le rebond s'est fait le 26 décembre, sans aucun volume. C'est une des journées où on a le moins de volume dans le monde parce que les marchés européens sont fermés, les marchés américains sont ouverts à moitié, tout le monde est en vacances. Plus 6% sans volume, et à partir de là, le marché est reparti. Depuis, je me suis dit, je vais faire attention parce qu'on est dans une époque où maintenant les volumes peuvent conforter, mais le manque de volume ne doit pas forcément venir nous inquiéter. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup Marc, merci à vous. Maintenant, on va passer à Jean-Louis. Jean-Louis sur Derichebourg. Vous êtes prêt Jean-Louis? On y va? 60 secondes. J'attends le chrono, c'est parti, allez-y. Donc Derichebourg, ils font de la prestation de services auprès des collectivités, entreprises. Ils sont en train d'absorber quelque part Elior. C'est une boîte, si vous voulez, qui est très bien gérée depuis toujours. Dans un secteur cyclique, dans un secteur un peu risqué. Et tout ce qu'a fait M. Derichebourg depuis des années, moi je le suis depuis même avant la compagnie française des ferrailles, c'est vraiment bien. Le rachat de Penauille Polyservice a été incroyable, c'était très compliqué, mais ça a été incroyable. Il y a un bon rendement, elle n'est pas cher payée. Et là, tout simplement, elle sort par le haut, mais, si vous voulez, en partant d'un point bas. À la limite, la figure pourrait ressembler à l'IBEX. Vous voyez, on fait une sorte on tape une zone de résistance et hier, voilà, on est sorti par le haut. Donc sur le plan technique, il y a toutes les conditions pour déclencher un signal d'achat. Stop. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors Marc, André, qu'est-ce que vous en pensez? Trade ou pas trade? Voilà, vous n'avez pas envie de donner votre avis, il faut donner votre avis. Alors stop. C'est plutôt comme ça, mais plutôt stop. Alors Marc, plutôt go, plutôt stop. André, vous avez la parole en premier. C'est à chaque fois un petit peu les mêmes situations. Alors là, justement, tout à l'heure, Jean-Louis, sur l'IBEX, parlait du volume. Là, pour le coup, on n'a pas de volume sur la cassure. On n'a rien. On voit en bas, on voit en bas le volume. Le volume en bas sur le graphique, il est très médiocre. Bon, Derichebourg, c'est un truc qui vient quand même en l'an 2000. Alors c'est loin, c'est quand on a créé le premier salon d'analyse technique, ça valait 200. Donc c'est beaucoup plus haut. Et puis ça a descendu, et puis après ça stagne en bas, ça fait... Alors il y a des mouvements qui peuvent être joués, qui peuvent être intéressants, effectivement. C'est des petites valeurs, ça vaut 5 €, 4,50 €. On peut essayer de se positionner sur ces valeurs. Mais... là, le potentiel ne me paraît pas extraordinaire et j'aurais plutôt essayé de voir là justement aussi peut-être un bull trap
et un retour baissier pour essayer de se positionner et aller voir un peu plus bas que les 4,60, mais pas énormément bas. Je ne suis pas très baissier là-dessus. Je vais apporter quand même quelque chose à André, parce que là, il regarde, vous voyez, le volume 65 000 par rapport à la veille, qui est tout petit. Enfin, qui n'est pas encore, qui est bien en dessous de celui de la veille. André, ce graphique, il est fait à 9h57. Donc là, on a toute la journée devant nous pour que ce volume augmente. Mais si tu nous amènes des faux graphiques, non. On ne peut plus rien faire. C'est le graphique du moment où je l'ai fait, donc c'est pour ça que Merci pour cette je précision. m'informe, 9h57. Donc, prudence volume. sur l'interprétation graphique du volume présent ici. Il est en Marc, cours vous d'augmentation. étiez d'accord avec Jean-Louis? J'étais hésitant. Vous étiez hésitant. Il a fallu se prononcer. Ouais, alors oui, parce que j'ai du pour et du contre. Je vous ai un peu forcé la main. Un petit peu. Alors déjà, avant, en parenthèse, je voudrais louer la fidélité de Jean-Louis, parce que je me souviens d'une émission qu'on a faite ensemble il y a un moment, et il avait parlé de Derichebourg exactement avec la même emphase, et je sais que c'est une boîte qu'il aime bien, et je trouve ça bien d'avoir ces convictions-là. Maintenant, techniquement, je suis très mitigé. Il y a du plus dans ce qu'il a dit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je serai d'accord à court terme, mais pas à long terme. Voilà. Je n'ai pas une valeur que je vais acheter sur du long terme. Aujourd'hui, moi, je la connais sur un graphique weekly. On a un canal baissier encore très fort. Très très fort, il est très beau d'ailleurs le canal baissier, parce qu'on a beaucoup de points de contact en haut et en bas. En revanche, ici, j'aurais bien aimé voir l'oblique qui passe par les plus hauts, voir où est-ce qu'on en est à peu près. Je pense c'est pour ça que j'ai été très hésitant, il y a quelques éléments dont a parlé Jean-Louis qui sont positifs sur le court terme, et d'autres qui pourraient appeler un peu à la prudence. C'est pour ça que j'ai eu du mal à me prononcer, et en tout cas, ce n'est pas une valeur vers laquelle j'irai aveuglément facilement. Donc finalement, vous avez dit trade, mais vous n'allez pas forcément. Non, parce que à court terme. Ouais, à court terme, c'est possible qu'on aille taper les 5,5, 5,6. Jean-Louis, des éléments complémentaires peut-être? Si on fait abstraction du nom de la valeur, on dit que c'est une valeur X, j'aimerais bien connaître l'avis à ce moment-là des analystes techniques. C'est-à-dire que c'est ça la difficulté, c'est faire abstraction du côté un peu émotionnel. Je connais Derichebourg, c'est une valeur très cyclique. Non, mais d'accord, on sait tout ça. Ce qui compte, c'est que donnent les prix. En fait, si vous voulez, il est toujours compliqué pour l'humain de se détacher de l'émotionnel. Et les prix, les fixings dont on parlait tout à l'heure, qui légitiment les prix puisqu'ils concentrent des intérêts, les prix nous donnent la tendance et on ne code pas un prix pour rien. Il y a des règles de fonctionnement, etc. Donc là, en l'occurrence, tout le côté technique dit achat. Alors en effet, ça peut ne pas fonctionner, ça peut durer, mais ça c'est comme dans toutes circonstances. J'essaye de trouver des valeurs qui sont sur des points plutôt bas, parce que c'est toujours pareil. C'est bien beau de dire on achète un marché qui est au plus haut, mais c'est psychologiquement aussi là, c'est compliqué pour l'investisseur. Donc là, c'est une valeur qui est capitalisée, je crois, à peu près 6 fois les bénéfices. Il y a des bonnes perspectives. Il y a à la tête de Derichebourg quelqu'un qui est vraiment compétent. Et donc voilà, on oublie le mot Derichebourg et graphiquement c'est acheteur. Juste un mot. Un mot. Je n'ai pas la même stratégie que Jean-Louis. Je suis désolé, excuse-moi, là, je vais vous contredire, Jean-Louis. Je n'essaye pas d'acheter les plus bas et je n'essaye pas de vendre les plus hauts. Non, le plus bas, il le donnait comme un argument complémentaire. Vous avez dit, je recherche des valeurs plus basses. Moi non. Là, par exemple, le gros défaut, et Marc a mis le doigt dessus, c'est que la tendance moyen terme, on va dire, parce qu'il faudrait regarder d'autres graphiques, elle est plutôt baissière. Et on ne l'a pas cassée. Merci. Donc c'est précipité un petit peu trop. Voilà. À la décharge de Jean-Louis, ce n'est pas le fondement de sa stratégie. C'était un des arguments complémentaires. Et surtout, là, elle est au plus haut depuis un mois. C'est-à-dire qu'elle est en train de se retourner. L'idée, c'est de trouver des valeurs qui sont en train de faire ça. Merci beaucoup, messieurs. On va passer à la rubrique À vos marques, le quiz. Rubrique le quiz, avec au menu cette semaine, c'est quoi? C'est les politiques des banques centrales. Les politiques monétaires. Politiques monétaires, exactement. J'ai l'impression que ça vous plaît ce sujet. Hein. On sent une grosse On motivation. sent que ça va être compliqué. Hein. Alors, c'est Allez, parti. on y va gaiement. Première question. Quel pays est célèbre pour avoir introduit une corbeille de devises comme référence de sa monnaie? Est-ce la Chine, le Royaume-Uni ou Singapour?
Je prends un risque, mais je pense que c'est la Chine. Allez, Il en reste Corbeille que de 2. devises. Si je donne la mauvaise, il a gagné, quoi. exactement. Il attend que ça. Bien vu. C'est vraiment un voyou. Hein. Singapour. Ah, bravo. Vous voyez Bravo. pas. C'est vraiment une réponse de conviction. hein. J'ai fait en me disant, c'est pas la Chine, c'est pas le Royaume-Uni. Donc, Effectivement, non, mais c'est- J'hésitais, mais je le savais. C'est une stratégie, puisque en Chine, le taux est complètement géré par la Banque centrale Ah oui. chinoise, et on est à 2% de variation autorisée autour du dollar USD. Au Royaume-Uni, c'est un régime flottant complet du sterling, donc c'est l'offre et la demande qui vont déterminer le prix du sterling. Par contre, à Singapour, c'est une corbeille de devises. Alors, qu'est-ce qu'une corbeille de devises, vous allez me demander? En fait, c'est un groupe de devises qui va être utilisé dans le but de gérer le taux de change d'une seule. Donc, de manière extrêmement synthétique, ça permet en fait à Singapour de ne pas être en risque contre une seule monnaie, mais au contraire d'être évalué par rapport à un panier de monnaie. Ce panier de monnaie étant les pays avec lesquels Singapour échange le plus. Et donc, la Banque centrale de Singapour va avoir le droit de fixer un range de fluctuation autour de ces monnaies partenaires. Donc le risque en fait d'être évalué contre une seule monnaie est dilué quand on est face à un panier de monnaie. C'est un petit peu plus balancé, diversifié. On va dire. Très intéressant. 1 point pour Jean-Louis, 0 pour Marc, 0 pour André. Deuxième question. Deuxième question. Dans quel pays et en quelle année a eu lieu l'hyperinflation la plus sévère jamais enregistrée? Est-ce au Zimbabwe en 2008, en Hongrie en 1946 ou au Brésil en 1990? Brésil. Hongrie. Bravo André, Ouais. effectivement. J'allais dire Stéphanie de Monaco, mais non, c'est Hongrie. C'est la Hongrie en 1946, pire crise inflationniste de l'histoire à cause de l'impression excessive de billets que la Hongrie a mis en place Ouais, c'est vrai, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a vraiment fait beaucoup parler à l'époque dans la presse, c'est un peu un cas d'école. On a noté des augmentations de prix sur une journée qui allaient jusqu'à 150%. Donc c'est vraiment massif et pour y mettre fin, il n'y a pas eu d'autre solution que de créer complètement une nouvelle monnaie, le florin, en août 1946. 1 point pour André, 1 point pour Jean-Louis, 0 pour Marc. Juste une point, ça n'a pas été plus fort en Allemagne au moment de pareil. l'Allemagne de Wehrmacht. Non, C'était 150% en Non, une 150% journée, c'est beaucoup. ils des étaient avec pics, les bouettes de marque. peut-être plus médiatisé du fait. Troisième question. Troisième question, qu'est-ce que la théorie de la neutralité monétaire? S'agit-il de l'idée que finalement l'offre de monnaie n'a aucun effet sur l'économie réelle? L'idée comme quoi l'offre de monnaie doit être constante pour éviter l'inflation? Ou l'idée que l'offre de monnaie doit être augmentée pour stimuler l'économie? Dis donc, Vous pouvez buzzer. vous pouvez y aller. Les gens ne dansent plus. Ah, c'est Marc, je crois. Je vais tenter la 1. Oui, c'est Ouais, ça, c'est- effectivement. Bravo. Ah ouais. Alors, c'est vraiment le fondement de l'école classique en économie. Ça suggère en fait qu'à long terme, les variations de l'offre de monnaie ne vont pas franchement affecter l'économie. Ça va affecter l'inflation au maximum, mais ça ne va pas aller plus loin. Ça ne va pas permettre de stimuler l'économie, ça ne va pas changer le PIB, la consommation. Ça va vraiment être quelque chose qui ne va pas énormément faire bouger les vraies variables de l'économie, d'où cette idée de neutralité monétaire. Et ça vient complètement à l'opposé de ce que la théorie keynésienne défendra après, où au contraire, on peut avoir un impact sur l'économie réelle grâce à des politiques monétaires. On apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Égalité parfaite entre nos candidats. Quatrième question. Quatrième question. Quelle banque centrale a mis en œuvre pour la première fois une politique de taux d'intérêt négatif? S'agit-il de la Fed aux États-Unis, de la Banque du Japon ou de la Banque de Suède? Éliminé. Il reste Jean-Louis. Vas-y, allez-y Jean-Louis, On Oh n'a non. pas attendu. vous avez une autoroute. Ah non. Ah merde. Pardon. Mince. L'autoroute. J'appuie? Oui. Oh non, ça sonne trop longtemps. Bon, oui, je peux plus. Ça Il arrête s'agit d'avoir la bonne réponse quand même. Bah ouais, parce on remet le que Oh compteur à non, zéro. Jean-Louis. j'aurais dit la Banque du Japon. Oh Marc? Suède. Oui, effectivement. Ah, je fais- La Riksbank, et non la Riskbank, fixe des taux sur les dépôts à moins 0,25%
en 2009 et on va sortir de cette ère de taux négatifs en Ah, ça me donne pas, 2019. ça se fait, ouais. Il faut savoir que la banque centrale de Suède, c'est la plus vieille banque centrale au monde et que l'idée derrière ça, en fait, c'était de dissuader les acteurs de l'économie de déposer leurs dépôts pour plutôt investir sur les marchés et investir pour financer l'économie. Alors la Fed n'a jamais eu une politique de taux d'intérêt négative et au Japon, effectivement, ça l'a été à partir de 2016, mais ça n'a pas été la première. J'aurais dit Japon comme vous, Jean-Louis. 2 points pour Marc, 1 point pour Jean-Louis, 1 point pour André. Dernière question. Numéro 5. Qu'est-ce que la trappe à liquidité? On parlait de bull trap tout à l'heure, là c'est la trappe à liquidité. Est-ce une situation dans laquelle la demande de monnaie est si élevée que la politique monétaire ne sera pas efficace? Est-ce une situation dans laquelle les taux d'intérêt sont si bas que la politique monétaire n'est plus efficace? Ou une situation dans laquelle l'inflation est si forte que toute politique monétaire devient inefficace? Aujourd'hui, nos candidats sont extrêmement sérieux. Jean-Louis. Une. La 2. Oui, avec beaucoup de conviction. Ouais. Effectivement, Non, alors mais- là, c'est vraiment la théorie keynésienne. C'est que les taux sont si bas que finalement, il y a un niveau absolu de taux en dessous duquel les gens préfèrent garder leur liquidité plutôt que de détenir de la dette. C'est la thésaurisation de la monnaie. Et une fois que ce niveau est atteint, la Banque centrale se retrouve vraiment dans ce qu'on appelle une trappe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'influence possible, qu'on est passé trop bas. Oui, voulais rajouter quelque deux choses à dire. Alors déjà, mon corps défendant, j'hésitais entre la 1 et la 2, donc il m'a aidé. Et ensuite, je voudrais féliciter Léa, parce qu'on ne se rend pas compte, mais elle invente des fausses réponses. Oh, jeune homme. Qui sont extrêmement Ouais, non, crédibles. non, mais c'est ça, quelque part, qui sont... Non, mais on ne se rend pas Ce compte, serait parce trop que nous- facile sinon. Voilà, oui, mais quand même. Bravo Léa. Déjà qu'on n'y C'est un connaît pas travail grand-chose. d'équipe. Je ne suis pas toute seule Je derrière. sens que c'était pas un... Oui, pardon. Je sens que c'était pas un sujet qui était évident pour vous trois. Moi, Vous avez appris plein de C'est choses. bien, c'est bien de le les coincer un peu de temps en temps parce que quand c'est trop facile, après ça. Et bravo, C'est un jeu de Marc. rapidité. Et bravo Marc, 3 points, 1 point pour Jean-Louis, 1 point pour André. Bravo, belle victoire de Marc. Merci à tous pour cette émission. Je vous encourage à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne SG Bourse sur YouTube. Et à la prochaine fois.